Moteur. Caméra tourne. Ça tourne au son. Annonce. Séquence sonore plus 93. Action. Ça tourne au son. Ça tourne au son. Un podcast de Cinéma 93 et des Engraineurs. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Accourez vite. A pas l'air commode. Et bienvenue dans votre émission préférée, Ça tourne au son, le podcast proposé par Cinéma 93 et les Engraineurs, émission consacrée au cinéma sous toutes ses formes et animée par les jeunes cinéphiles du 93. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yacine, de Christine, Coucou. et de moi-même, Valentin. Pour ceux qui se souviennent, dans l'épisode précédent, c'était Valentin Gauche. Cette émission est née de la rencontre entre deux associations du département de la Seine-Saint-Denis, Cinéma 93 et les Engraineurs. Elles se sont engagées pour un accès citoyen, critique et créatif au cinéma. Le but de l'émission Ça tourne au son, c'est de laisser la parole aux jeunes cinéphiles du 93, de débattre autant sur les sorties cinéma du moment que sur les questions de fond, ou bien en allant sur le terrain et en allant à la rencontre des personnes issues du milieu du cinéma, en lien avec le territoire du 93. C'est à moi que tu parles, hein? C'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. C'est le premier épisode du feuilleton de l'été de Ça tourne au son. Après notre épisode pilote dédié au festival Côté Court de Pantin, ce nouvel épisode se consacre au métier d'exploitant de salle de cinéma du 93. Et pour l'occasion, on a interviewé en équipe 3 directeurs et directrices de salles du cinéma. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'introduire les deux associations sans qui ce podcast ne pourrait pas voir le jour. Je laisse donc la parole à Gaëtan qui va nous parler de l'actualité des Engraineurs de cet été. Bonjour Valentin, merci. Donc je suis Gaëtan Troato, moi je suis le coordinateur de l'association Les Engraineurs. Donc pour rappel, l'association Les Engraineurs, c'est une association d'éducation à l'image qui est basée à Pantin depuis plus de 25 ans et qui offre aux habitants du quartier des Courtillères et à toutes celles et ceux qui le souhaitent des ateliers de cinéma pour tous les âges, enfants, adolescents et adultes. On anime également des ciné-clubs. On propose aussi tous les mois des séances de cinéma au Centre culturel Nelson Mandela à Pantin. On y projette des courts-métrages, souvent issus du catalogue de l'aide aux films courts, en partenariat avec Cinéma 93. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer des réalisateurs et l'équipe du film en général. Cet été, on va proposer également une séance de cinéma en plein air au Parc des Courtillères à Pantin. On vous diffusera un film d'animation qui s'appelle Migration, qui est réalisé par Benjamin Reiner et Guillaume Homsi. La séance débutera à 22h et l'entrée est libre et gratuite. Et je profite aussi de cette tribune pour lancer un appel à participation pour un futur projet qu'on va commencer au mois de septembre. Donc on est à la recherche de jeunes entre 15 et 25 ans qui seraient intéressés pour participer à la création d'un film sous forme de comédie musicale. Donc si vous êtes intéressé par la réalisation, la création musicale ou la création chorégraphique, vous êtes bien sûr les bienvenus et vous pouvez donc nous suivre sur notre page Instagram et nous envoyer un petit message pour participer au projet. Eh bien, ça m'a l'air super tout ça. J'espère que vous aurez beaucoup de participants. Et donc, pour introduire le feuilleton de l'été, je laisse la parole à Robin Bertrand qui va nous dire un mot sur Cinéma 93, les jeunes ambassadeurs et le sujet du jour. Oui, bonjour, merci beaucoup Valentin, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Robin Bertrand, je travaille à Cinéma 93 et je coordonne notamment, j'ai la chance de coordonner un dispositif jeune ambassadeur de Seine-Saint-Denis avec mon collègue Clément Sabatier. Pour rappeler, Cinéma 93 est une association qui a bientôt 30 ans maintenant et une association qui regroupe les 25 salles de cinéma indépendantes de Seine-Saint-Denis, des salles municipales, associatives, publiques pour certaines, qui œuvrent toutes pour l'éducation à l'image, avec lesquelles on coordonne les dispositifs scolaires dès le plus jeune âge, avec lesquels on met en place des ateliers de pratique amateur et d'initiation au métier du cinéma. Et c'est dans ces diverses actions
d'accès à la culture que nous avons depuis 1 an le dispositif Jeunes Ambassadeurs qui nous permet de proposer à différents jeunes dans tout le territoire de la Seine-Saint-Denis de mener des actions, que ce soit de la formation à la médiation, des rencontres professionnelles, faire partie d'un jury en festival, de programmer un film court ou long en salle de cinéma. Et on est très heureux de faire ce 2e épisode de ce podcast qui aujourd'hui va aborder justement une question qui nous concerne tout particulièrement puisqu'il s'agit de la question de la salle de cinéma indépendante. La salle de cinéma indépendante, non pas n'importe où, mais en Seine-Saint-Denis. Et c'est pourquoi nous avons proposé aujourd'hui à différentes personnes qui participent à ce podcast et tous les 3 vous qui êtes ici de vous interroger sur ce sujet. Qu'est-ce qu'être exploitant d'une salle de cinéma indépendante en Seine-Saint-Denis ? Donc, avec Ça tourne au son, on vous propose un espace d'écoute, de réflexion et de partage où l'on parle de cinéma autrement, à travers le regard de celles et ceux qui le suivent, le questionnent et le créent. Installez-vous, branchez vos écouteurs, ça tourne au son. On part donc sur 3 portraits d'exploitantes et exploitants du réseau Cinéma 93, afin d'en savoir un peu plus sur la spécificité des salles de cinéma de Seine-Saint-Denis. Et on commence aujourd'hui par la rencontre de Anne Huet. Alors, Anne Huet, c'est une littéraire de formation ayant travaillé à la télévision, puis formée à l'écriture de scénarios à la Fémis. Après avoir travaillé pour une salle parisienne, Anne Huet est à présent directrice du cinéma 104, cinéma indépendant pantinois, depuis près de 8 ans. Anne Huet est aussi présidente de l'association Cinéma 93, qui regroupe 25 salles de cinéma indépendantes et de services publics de Seine-Saint-Denis. Une association qui œuvre à l'éducation à l'image, la pratique amateur et la diffusion culturelle sur le territoire. Les jeunes ambassadrices Nejma, qui présentait pour l'épisode précédent l'émission, et Enara sont allées à la rencontre de Anne Huet ce mois-ci pour qu'elle nous parle de son métier d'exploitante et des multiples casquettes. Voici un extrait de cette interview que vous pourrez retrouver en intégralité dans l'épisode 2 du feuilleton estival le vendredi 18 juillet. Vous êtes directrice du cinéma 104 et vous êtes également présidente de l'association Cinéma 93. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites et comment ces 2 rôles se dialoguent entre eux ? Si je suis revenue à l'exploitation après cette parenthèse de au moins 10 ans, je crois, alors que quand j'avais quitté le cinéma à Paris, je m'étais dit plus jamais je travaillerai dans l'exploitation. C'était un cinéma privé. C'était très dur au niveau financier, on était une toute petite équipe, je m'étais dit j'arrête. Si j'y suis retournée, c'est précisément parce que c'était Pantin et la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que c'est un territoire, je ne sais pas pourquoi, quand j'avais 25 ans et que j'ai découvert Pantin, j'ai eu un coup de foudre pour cette ville et qui s'est jamais démenti grâce au festival Côté Court. Là, je fais un lien avec le premier épisode. J'y allais, je continuais à fréquenter cette salle régulièrement et voilà. Et je mesurais les modifications de la ville, de la population et je me disais mais j'aime vraiment cette ville. Et voilà, pourquoi je suis revenue à l'exploitation, c'est parce que c'était d'abord Montreuil, et puis après Pantin en Seine-Saint-Denis. Et j'ai envie de dire un peu naturellement, je connaissais le Cinéma 93, cette association de réseau de salles du département, parce que c'est un vrai fleuron, c'est-à-dire que c'est un département qui est exemplaire en matière de réseau de cinéma, de salles, aussi bien de programmation que d'animation, et c'est un territoire tellement attachant sur lesquels il y a des choses à faire que vite, quand j'ai pris la direction du Ciné 104, je suis rentrée au conseil d'administration de Cinéma 93. Et j'ai aimé, parce que je trouve que quand on dirige une salle, on est vite isolé, on peut ne pas être appelé à sortir de sa salle et tout ça. Et j'ai aimé entendre mes homologues, mes collègues expliquer ce qu'ils font, leurs difficultés. Et puis ça fait partie d'une autre chose qui me tient à cœur, c'est l'idée de, ça paraît peut-être un peu angélique, mais de partage, de mutualisation, de conviction commune, et de se dire on travaille tous pour un même cinéma,
et pour lequel il faut lutter, il faut se battre. Et c'est mon côté, j'ai envie de dire, militant. Voilà, militante. J'avais envie vraiment, si je rentrais dans un conseil d'administration, c'était pas juste pour voter 3-4 fois dans l'année, mais de prendre ma part. La place de présidente s'est libérée il y a 5 ans maintenant, et j'ai eu envie de travailler aux côtés de Vincent Merlin, qui est le directeur de Cinéma 93. Et également, je dois dire, d'être proche de l'équipe que j'aime vraiment beaucoup et qui a un esprit, même si les gens changent, s'en vont, sont renouvelés, tout ça, il y a toujours quelque chose, une teinte, un esprit dans les gens qui travaillent dans cette association que j'adore et que je trouve rare et que je n'ai pas trouvé ailleurs, quoi. Voilà. Et je sais qu'eux aussi, c'est des vraies convictions pour eux d'être sur ce territoire et dans ces villes, dans cette ville, quoi. Merci. Du coup, pour justement rebondir un petit peu avec ce que vous disiez, vous y avez peut-être répondu, mais je me permets quand même de vous demander quelle est du coup votre mission entre guillemets principale du coup au sein de Pantin et même plus largement au territoire de la Seine-Saint-Denis. C'est intéressant justement ce que vous disiez, si vous pouvez peut-être nous dire là-dessus. Au sein de Pantin, je dirais que quand j'ai pris la direction du cinéma, je l'ai prise dans des conditions optimales, c'est-à-dire que c'était un cinéma qui fonctionnait bien, une équipe qui était chouette, et ça. Mais optimale aussi parce qu'il me semblait, en tout cas ça a été mon diagnostic de l'extérieur et dans les premiers mois, qu'il y avait une marge de progression possible dans le fonctionnement de cette salle, et que par exemple j'avais le sentiment que le cinéma était un peu fermé à la ville et ne s'ouvrait pas assez aux habitants, aux associations, aux maisons de quartier, etc. Voilà. Et que c'était parce que c'était un autre temps de l'exploitation où il suffisait de mettre des films à l'affiche et les gens venaient, ou en tout cas c'était peut-être moins dans le désir du précédent directeur. Moi, je me suis dit, voilà, une des choses sur lesquelles on peut travailler, c'est justement prendre notre bâton de pèlerin et aller rencontrer tout le tissu associatif, social, culturel et les habitants. Et j'avais envie d'ouvrir les portes du cinéma. Et j'entends, mais très très fort, le fait qu'on soit un cinéma public. Et je l'entends comme un cinéma de tous les publics. Voilà. Et là encore, on a du travail. C'est mieux. Je suis triste quand je sais qu'il y a encore des Pantinois qui disent on n'ose pas rentrer au Ciné 104, ou voire même qu'ils ne connaissent pas le Ciné 104 alors qu'ils ne sont pas si loin que ça géographiquement, qu'ils ne s'autorisent pas, voilà. Donc ça, c'est mon travail ici, c'est principalement celui-là. Et au sein de Cinéma 93, ça serait quoi ? Ça serait d'accompagner l'équipe de Cinéma 93, essaye de faire en démultipliant sur tout le territoire. Je sais aussi qu'ils ont un souci, et j'ai envie d'accompagner ce mouvement d'équité, c'est-à-dire que vous le savez peut-être, ou je ne sais pas, mais les villes et les cinémas qui sont dans ces villes sont très disparates. Il y a des moyens très différents, des moyens financiers, des moyens humains, voilà. Et j'ai l'impression que Cinéma 93 travaille à ça, c'est-à-dire à aller plus loin que les salles du périph', plus loin que les salles plus riches comme la nôtre, comme le Méliès, voilà, et à atteindre des salles qui sont plus reculées et qui ont aussi besoin d'aide très, très concrète. Il y a un grand nombre d'employés de Cinéma 93 qui se rendent dans les salles pour faire des animations. Et ça, j'ai envie d'accompagner ce mouvement. Ok, c'était super cool. Yacine, il me semble que tu voulais rebondir sur cette interview. Ouais, du coup, moi j'ai bien aimé l'interview qui a été menée par Nejma, et c'était qui d'autre ? Enera, je crois. Enera et Nejma, franchement, belle interview. Et c'est vrai qu'au début, je me suis posé pas mal de questions, notamment, elle explique qu'elle ne s'est pas sentie vraiment épanouie dans le métier d'exploitant, mais que dans le 93, il y a eu quelque chose
Il y a quelque chose, et je me demande qu'est-ce qu'il y a dans le 93 qu'il n'y a pas forcément à Paris. J'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui est vraiment assumé autour de la mission de service public. Et ça me renvoie justement à la deuxième question que les intervieweuses posent, que je trouve hyper intéressante. Ce qu'elle dit est hyper intéressant, le fait que les Pantinois osent pas rentrer dans le Ciné 104, il y a vraiment un truc de légitimité et que elle, ça lui tient vraiment à cœur que justement de connecter avec les acteurs, que ce soit les associations, les maisons de quartier, pour aller chercher ces habitants-là. Et j'ai pas la prétention de compléter ce qu'elle dit, mais je suis particulièrement d'accord parce que je pense que les cinémas d'art et d'essai, là où ils sont intéressants, c'est justement dans leur liberté de programmation. C'est-à-dire que dans un multiplex, on sait qu'on va avoir accès à un cinéma qui est quand même accessible, populaire, des gros blockbusters et tout. Mais dans les cinémas d'art et d'essai, c'est aussi là où tu peux avoir des premiers films, où tu peux avoir dans les niches des sujets qui peuvent plus parler aux gens. Moi, il y a des sujets autour de l'immigration qui m'ont grave parlé. Bon, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais que j'ai beaucoup plus retrouvé dans des films qui sont projetés au cinéma d'art et d'essai. Je pense au Méliès à Montreuil. Du coup, je sais pas, moi je pense que c'est vraiment important. Alors je sais pas dans les faits comment elle s'y prend, cette marge de progression dont elle parle, à quel point elle a évolué, à quel point elle a réussi à atteindre ce qu'elle voulait. Mais je trouve que c'est assez bien en tant qu'exploitant d'avoir ça en tête quand tu as un cinéma d'art et d'essai en banlieue dans le 93 de se dire effectivement c'est quand même paradoxal que beaucoup de Pantinois aillent au GC Cinécité Paris 19. Pareil vers chez moi à Créteil. Nous on n'allait pas au cinéma du Palais à côté de chez nous, on allait au IGC Ciné à Créteil Soleil. Donc en fait c'est des trucs où tu te rends compte aussi de toute cette richesse que c'est des lieux de vie et c'est des lieux auxquels tu dois vraiment avoir accès, c'est super important quoi. Effectivement, moi c'est un truc qui m'a aussi fait tiquer quand elle en a parlé, c'est que les Pantinois ne veulent pas rentrer dans son cinéma. Et c'est très, très paradoxal aussi quand tu disais un cinéma populaire, plus dans les gros complexes, qui paradoxalement ont des tarifs qui sont un peu prohibitifs, quoi. Genre par exemple, là, il y a 2 jours, là c'est le dernier jour de la fête du cinéma, et ce matin j'ai voulu aller voir F1 au Pâté en IMAX, et en fait je me suis heurté aux 13 € du prix de la séance. J'étais en mode, ah ouais d'accord, donc c'est la fête du cinéma, mais bon, c'est pas non plus des grosses réductions chez Pathé, alors que les cinémas indépendants, genre le 104, c'est 7 € au plus la séance, en plein tarif toute l'année. Donc normalement c'est tout indiqué pour les gens un peu plus populaires, parce que bon, Paris c'est cher quoi, la Seine-Saint-Denis c'est un peu plus connu pour être plus modeste. Ces gens-là devraient techniquement plus aller dans ces salles-là. Pourquoi est-ce qu'ils vont dans les multiplex ? Je ne me l'explique pas non plus. C'est vrai que je trouve aussi ça triste, puisque par exemple pour le Méliès, qui est mon cinéma de proximité, il y a plein d'activités qui sont organisées qui sont interactives avec le public, etc. Et je trouve ça dommage que les personnes aillent dans des cinémas privés. On va seulement regarder un film, il n'y a pas de vraie expérience du spectateur, et je trouve ça dommage. En plus, comme le dit Valentin, les tarifs sont plus chers, donc ce serait bien d'aller dans des cinémas d'art et d'essai où les tarifs sont moins chers, et en plus on profite. Les personnes qui travaillent dans les cinémas d'art et d'essai, souvent elles aiment leur métier et elles aiment le cinéma, et elles font ça pour le cinéma, et je trouve ça dommage que les gens n'aillent pas, parce que c'est ce que attendent des personnes qui travaillent dans les cinémas d'art et d'essai. Je pense pas non plus que tous les gens qui bossent au UGC et au Pâté n'aiment pas ce qu'ils font, mais c'est vrai que quand tu compares, si tu fais une avant-première dans un cinéma indépendant ou au UGC, les rencontres avec les réals, au UGC, moi j'en ai jamais vu, ou alors c'est vraiment très très rare, alors que par exemple au cinéma des cinéastes, dès qu'il y a une avant-première, t'as 1 heure de discussion avec le public et le réal après la séance. Ça, c'est assez exceptionnel quand même. Je pense que le paradoxe dont vous parlez, il n'est pas si difficilement explicable quand tu parles des 4 €, que ce soit au Méliès ou au 104. En fait, je pense que c'est vraiment lié à ce que Annuet disait, c'est une question de légitimité, mais c'est aussi une question d'accès à l'information. C'est-à-dire que
effectivement, tu prends le film F1, il a une campagne marketing de l'ampleur d'un film blockbuster. Donc, il n'y a rien de bien étonnant à ce que tout le monde en entende parler. Et les gens, ils prennent pas forcément le cinéma trop en se prenant la tête. Tu vois. Ils voient ce qu'ils voient passer dans le bus, ce qu'ils voient passer dans les affiches. Ils disent, OK, là, le week-end, j'ai du temps, je vais y aller. J'ai avec des copains, j'ai avec ma copine ou je sais pas quoi. Donc tu vois, il y a vraiment de ça en tête là où je pense que c'est peut-être ce qui peut fonctionner pour les cinémas d'art et d'essai, c'est justement de retravailler la communication, c'est-à-dire de vraiment que ça passe par les assos, mais en tout cas trouver un moyen de communiquer les informations aux gens, parce qu'autrement, c'est sûr que si tu as des films un peu niches, qui sont pas forcément américains ou français, je pense qu'il y a un truc où faut être un peu curieux, faut aller chercher les infos. Moi, quand j'entends parler des films, en général, j'en entends parler parce que je suis plein de trucs sur Instagram et que globalement, c'est ce qui m'intéresse. J'étudie le cinéma, donc c'est pas bien étonnant que j'entende parler de ces films-là. Et pourtant, et je suis frappé, tu vois, non seulement les tarifs sont pas chers, mais même s'il y a effectivement des films avec des formes un peu obscures, un peu expérimentales, etc., moi, je regarde beaucoup de films qui sont quand même vachement accessibles et qui me parlent de fou. Et je pense que ça pourrait parler à plein de gens. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment la question de l'information. C'est comment tu arrives à contrer, en fait, toute cette puissance de marketing que les blockbusters ou que les grosses productions, les gros studios ont pour justement aller chercher des publics peut-être qui sont encore plus proches des cinémas d'art et d'essai, qui auraient d'autant plus intérêt à découvrir d'autres films à des tarifs plus avantageux. Enfin ouais, je pense que c'est toute la question. Ok, merci. Pour rappel, l'interview est à retrouver en intégralité le 18 juillet. Dans la continuité de cette rencontre, Zach et Yacine ont pu échanger avec un autre directeur de salle du 93, Victor Courgeon, directeur des cinémas Alice Guy de Bobigny, un 6 salles qui ouvrira en décembre 2025, et le mono-écran Cinéma Lro de Bondy. Diplômé de Sciences Po Bordeaux et de la FEMIS, Victor Courgeon a travaillé à la conquête des nouveaux publics au cinéma pour le cinéma Jean Eustache à Pessac, dans la région de Bordeaux, et ensuite au cinéma Le Méliès de Montreuil. Aujourd'hui, il est directeur d'exploitation au Cinéma Lro de Bondy et directeur du cinéma Alice Guy de Bobigny, qui ouvrira ses portes le 17 décembre prochain. Nous avons pu l'interviewer avec Zach dans son bureau, au siège d'Est Ensemble, afin de l'interroger sur son travail d'exploitation et son rapport au 93. Est-ce que tu penses que tu pourrais un peu estimer le volume d'action, on va dire externe, entre guillemets, en tout cas l'appui d'autres établissements de services publics, peut-être, tout à l'heure tu mentionnais des associations, mais est-ce que potentiellement, pour un peu faciliter l'accès à la culture, peut-être être en lien avec des écoles ou des bibliothèques ou ce genre de choses. Je sais qu'à Bobigny, on a une bibliothèque qui est là depuis des années, qui se faisait un petit peu seule. Il y a une salle de théâtre à côté, enfin il y a le MC 93. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ça ou... Déjà, je suis pas le mieux placé pour répondre à cette question, puisque moi, je travaille pour Bondy et Bobigny depuis 4 mois. Donc, par exemple, à Bobigny, mes collègues qui font de la programmation depuis une dizaine d'années pour Ariane, ou mes collègues qui font de la médiation ou du travail auprès du jeune public depuis plusieurs années, elles sont bien mieux placées que moi pour répondre sur les structures, les partenariats. Moi, je pourrais en lister quelques-uns, mais par ailleurs, qu'est-ce que les cinémas de nos réseaux, les salles indépendantes du 93 peuvent apporter au-delà des films? Je vais pas dire rien, mais les films, c'est la base. Nous, on peut apporter des films. Franchement, d'abord, on est un lieu de projection de cinéma. Donc, l'idée, c'est d'apporter après des films qu'on a envie de voir, au moment où on a envie de les voir. Sortir de l'image de l'école, je suis d'accord que c'est important, mais accueillir les élèves, c'est encore plus important. Voilà. Pour moi, la priorité, c'est effectivement de garantir l'accueil des scolaires. Surtout quand on ouvre un cinéma, parce que c'est un public qu'on va pouvoir toucher rapidement. Ils vont venir en groupe, accompagnés par leurs enseignants et enseignantes. Et nous, on a à cœur de soigner, parce qu'il y a des assos qui pilotent des dispositifs d'éducation à l'image, qui ont besoin d'être accompagnés, des séances où, peut-être vous en avez encore le souvenir.
Voilà. Après, pour transformer l'image du cinéma, pour le sortir de ce cadre scolaire, moi je crois qu'il faut des cinémas qui soient beaux, neufs, à des tarifs accessibles et avec des films en sortie nationale. C'est des réponses un peu basiques, mais en fait, pour moi, c'est ça la base. C'est-à-dire, il faut pouvoir avoir envie d'aller au cinéma parce qu'on va être bien assis, on va trouver le lieu beau, enfin voilà, les toilettes propres. C'est des trucs basiques, hein, mais en fait, c'est ça qui détermine. Qu'on va pouvoir se payer une sortie en famille sans se ruiner. Hein. Enfin, les tarifs des cinémas publics, c'est quand même, je pense, leur principal argument. Et puis qu'on va pouvoir aller voir Avatar le jour de la sortie, le 17 décembre, qui correspond à l'ouverture du cinéma Alice Guy. Hop, j'en profite. Après, sur ce que ça peut apporter d'autre, évidemment, le travail d'action culturelle permet plein de choses. Et là, je parlerai plus de mon précédent boulot, où on a monté des parcours d'insertion à travers la salle de cinéma, qui reprennent un peu l'approche métier qu'on évoquait, en disant, en fait, on vous fait découvrir un environnement professionnel à partir de films, et du coup, à partir de la salle, vous découvrez qu'il y a des métiers dans la salle de cinéma. C'est un métier d'être caissier ou caissière, projectionniste, de travailler à l'accueil ou à la compta ou à la programmation. Et en parallèle, grâce à la salle de cinéma, on peut découvrir tous les autres métiers de la chaîne. Et là, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup en plus en Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a beaucoup de tournages, il y a beaucoup de studios, il y a beaucoup de post-production. Du coup, moi, je me suis servi de la salle de cinéma pour un peu ouvrir le champ et dire à des jeunes qu'on accompagnait, par exemple, ici par la mission locale, leur dire, bah oui, c'est possible en fait. C'est possible. Évidemment, vous avez besoin qu'à un moment donné, on vous mette en lien avec la bonne personne, la bonne formation pour accéder à l'emploi dans ce domaine-là si ça vous intéresse. Mais en fait, par contre, c'est tout à fait possible. Donc voilà à quoi peut servir une salle. Après, une salle de cinéma, si on parle d'un point de vue lieu, elle peut servir à plein d'autres choses. Moi, si le cinéma Alice Guy peut, comme le Méliès, devenir le lieu officiel de révision du bac, je trouverais ça super. Parce que du coup, ça veut dire qu'on est aussi un lieu ouvert au public, où des jeunes se réunissent. Si on peut développer des activités annexes de restauration, librairie, enfin, aujourd'hui, on pense à un projet où on va d'abord travailler, comme je vous l'ai dit, le fait de montrer des films. Mais au-delà, on peut devenir un lieu de vie. À Bobigny, les lieux de convivialité, et tu me corriges si je me trompe, hein, il n'y en a pas tant que ça. Donc si on peut être un des lieux ouverts où on peut soit juste s'arrêter pour aller aux toilettes ou alors carrément se poser toute l'après-midi pour travailler sur son ordi, ben déjà pour moi on a rempli une de nos missions de service public. Ok, donc il me semble que Christine, tu avais envie de rebondir dessus. Alors vas-y. Déjà, j'aime beaucoup l'interview. Je suis très contente pour Victor puisque je l'ai connu au Méliès. Donc, très contente qu'il soit directeur d'un cinéma à Bobigny. Et je voulais rebondir sur quand il parlait des sorties scolaires en parlant de l'accessibilité des salles. Je trouve ça super important d'organiser des sorties scolaires parce que c'est ce qui m'a donné personnellement envie d'aller plus souvent au cinéma, puisque c'est les films qu'on projette par exemple pour les enfants, ils sont destinés aux enfants, c'est intéressant. Ces projections, elles sont souvent préparées. Par exemple, les personnes qui travaillent, elles vont faire des petits speeches aux enfants avant de les présenter, et je trouve que ça ouvre la voie aux enfants, puis aux parents aussi, pour aller au cinéma. Ok, c'était donc un extrait de la rencontre avec Victor Courgeon, directeur des cinémas de Bobigny et Bondy. L'interview est à retrouver en intégralité dans l'épisode 3 du feuilleton estival de Ça tourne au son, le vendredi 1er août prochain. Enfin, notre troisième rencontre vient compléter ce triple portrait d'exploitant du 93 avec cette fois-ci Valentin qui présentait sa rubrique sur Cannes dans l'épisode précédent, ainsi que moi-même. Nous sommes allés rencontrer Christophe Gourgeon, attention, Monsieur Courgeon et Monsieur Gourgeon sont deux personnes différentes, directeur et programmateur du cinéma Le Bijou à Noisy-le-Grand. Nous l'avons interrogé sur les différents enjeux d'un cinéma municipal doté de 3 salles, sur sa programmation à la semaine et les défis que cela représente avec le multiplex concurrent.
Votre cinéma, c'est un cinéma qui fait une programmation à la semaine, et l'essentiel des autres cinémas indépendants font une programmation au mois. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça implique de faire ? Alors, historiquement, ça a été une nécessité. Moi, je suis arrivé au Bijou en 2011. Le cinéma était déjà programmé. Il était ouvert depuis 3 ans. Il était programmé par une entente de programmation qui s'appelle Micromédia. À l'ouverture du Bijou, ça a été très compliqué d'avoir les films, tout simplement parce qu'il y a la concurrence d'un UGC Cinécité avec 10 écrans en face, que le groupe UGC n'était pas ravi de voir un cinéma public subventionné arriver dans son périmètre, et que sa façon de le montrer, ça a été de compliquer tout simplement l'accès aux copies au cinéma Le Bijou. Donc très difficile pendant quelques années de pouvoir avoir les films, notamment les films arrêt essai porteurs, qui sont un peu le nerf de la guerre dans les salles arrêt essai, en sortie nationale. Donc l'entente avait choisi à juste titre de programmer au lundi pour avoir plus de réactivité, parce que les distributeurs ne voulaient pas s'engager très en amont. Donc j'aimerais sortir le prochain Woody Allen ou Almodovar. La réponse c'était on verra, c'est compliqué, on va sans doute le sortir à côté. Bon. Donc le fait de programmer au lundi, c'était se ménager quelque part des délais plus courts pour prendre la décision, mais aussi de récupérer les films plus rapidement lorsque ils étaient programmés chez UGC, ce qui manquait pas d'arriver très souvent, et de pouvoir les avoir peut-être en 3e, 4e semaine, une fois qu'ils étaient arrêtés chez le concurrent. Donc ça s'est fait au départ vraiment à partir de cette nécessité, et bon, depuis on a quand même progressé dans la programmation, on arrive à avoir beaucoup plus de films régulièrement en sortie nationale, y compris des films porteurs, enfin vraiment la situation a changé du tout au tout. Néanmoins c'est dur de revenir, je trouve, à la programmation mensuelle une fois qu'on est habitué à la programmation au lundi, ça offre beaucoup plus de souplesse. Nous on a une caractéristique dans la programmation par rapport à d'autres salles indépendantes de périphérie, c'est qu'on garde les films parfois très longtemps. On peut garder les films 7 semaines, 8 semaines. C'est pas du tout évident de procéder comme ça quand on programme au mois. Parce que c'est difficile de savoir comment le public va réagir au film. Hein. On a beau voir des films tout le temps et c'est pas évident. Alors la programmation au lundi, elle permet vraiment de faire ça. Elle permet aussi d'être réactif lorsque, par exemple, David Lynch, malheureusement, nous a quittés. On a pu programmer rapidement des films de David Lynch. Ce qui n'est pas possible quand on est au programme au mois. Alors on peut le faire un peu en décalage. Hein. Voilà, il y a beaucoup plus de souplesse. Je trouve ça aussi plus motivant, parce qu'on est toujours dans un rythme quand même assez rapide. Hein. Les films sortent le mercredi. Le jeudi et le vendredi, on commence déjà à réfléchir à la programmation, et le lundi, c'est reparti. Donc voilà, il y a ce côté un petit peu entraînant qui est, je trouve, assez stimulant. Par contre, c'est sûr que c'est un rythme un peu moins cool et un peu plus fatigant que la programmation au mois. Dernière question, quel conseil vous voulez donner à un jeune programmateur ? Un jeune programmateur, je pense que c'est une très bonne école de commencer dans un cinéma pas facile, avec une programmation compliquée. Moi, j'ai commencé à programmer au cinéma Le Rudebeuf de Clichy, qui était une salle mono-écran, et qui, en plus, était une salle polyvalente. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des spectacles, du théâtre et du cinéma. Bien souvent, dans ce genre de configuration, le théâtre passe bien avant le cinéma, et il arrivait même que parfois il n'y ait pas de séance le samedi ou le dimanche. Donc c'est pas évident d'aller négocier les films dans ces conditions, mais vraiment ça a été une bonne école. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à essayer de trouver même une petite salle et de commencer à programmer, mais c'est pas toujours évident. Hein. C'est vraiment une très bonne école. Après, il faut... Pour programmer, il y a vraiment le côté programmation, amour des films, transmission, animation culturelle, qui est une partie, mais aussi toute une partie de négociation. D'autant plus quand on travaille dans un cinéma indépendant qui a une concurrence, pas très loin, d'un circuit. C'est pas évident, et il faut quand même être un peu armé, ou en tout cas avoir le goût de la négociation, parce que concrètement, si on ne va pas au combat pour essayer d'avoir les films avec les distributeurs, c'est très difficile de lutter contre les multiplexes. Donc il faut déjà avoir du goût, je pense, pour cet aspect du métier. C'était donc un extrait de notre 3e rencontre avec Christophe Bourgeon, directeur du cinéma de Noisy-le-Grand, dont l'intégralité de l'échange permettra de conclure le feuilleton de l'été dans l'épisode 4 qui sortira le vendredi 15 août prochain. Et si j'essayais de vous présenter les choses dans l'ordre? Atmosphère
Moi, ce que je trouve marrant dans cette interview, c'est que quand Christophe a parlé de l'ouverture de sa salle, eh ben, c'est que le UGC, en face, l'a vu comme une menace, alors que concrètement, c'est pas du tout les mêmes gens qui vont au UGC et qui vont en salle indépendante, c'est pas les mêmes films qui sont projetés. Pourquoi est-ce qu'ils les ont vus un peu comme ça, ça me paraît bizarre. C'est pas très étonnant, hein. Je pense que UGC, ça reste quand même relativement polyvalent. Ils vont chercher différents publics, aussi bien un public d'art et d'essai que un public de spectateurs plus occasionnels qui vont voir les grosses sorties. Et justement, le cinéma d'art et d'essai, même si je dis pas de bêtises, il va pas forcément chercher à rentabiliser autant que les multiplex, parce qu'il y a tout un travail de subvention derrière. Il compte aussi finalement sur des sorties sur lesquelles ils savent, par exemple Victor Courgeon tout à l'heure qui parlait d'Avatar 3, j'y suis plus du tout, mais Avatar 3, et donc tu vois bien qu'à ce moment-là, dans les cinémas d'arrêt d'essai, les salles de cinéma indépendantes, tu peux aussi bien voir des films niches que des grosses sorties. Donc en fait, et je pense qu'il y a aussi un truc avec UGC, c'est qu'ils ont un côté un peu, genre je sais pas, impérial limite. Enfin tu vois, quand tu as ta carte UGC, tu sais que tu vas pas simplement aller dans les salles de cinéma UGC, mais dans plein d'autres cinémas, plein de réseaux. Donc en fait, je pense qu'ils comptent vraiment pas sur ce contrôle ou ce monopole, mais sur cette manière-là d'aller contaminer, on va dire, leur influence, leur contrôle sur plein d'autres salles. Et une salle qui, en plus, située à proximité, je pense, ça la fout un peu mal. Mais tu vois, en fait, moi, c'est ça qui me frappe, c'est à quel point c'est dur d'essayer de concurrencer, même de batailler avec tous ces multiplex. Et en fait, moi, je trouve ça frappant de se dire que c'est pas forcément tant avec eux qui doivent batailler directement, mais avec les distributeurs. C'est-à-dire que les distributeurs, ils doivent vraiment aller chercher leur attention, négocier sans cesse. Voilà, gros respect pour les programmateurs. C'est vrai que ça m'étonne aussi qu'ils soient obligés d'aller négocier avec, par exemple, des films un peu plus petits qui trouvent moins facilement preneurs. J'aurais pas tendance à dire qu'ils soient vraiment obligés de batailler un peu avec eux. Et pour revenir un petit peu sur la globalité de ces interviews, c'est marrant quand même parce qu'avec le regard de juste simple spectateur, on a quand même maintenant une autre manière d'aborder comment sont projetés les films et qu'est-ce que ça implique un peu d'avoir une salle et une structure un peu plus du service public. Oui, bien sûr. Christine ? Moi, j'ai beaucoup aimé ces interviews parce que ça a un peu changé ma manière de voir les exploitants. C'est vrai qu'on ne fait pas forcément attention quand on va voir un film au métier qu'il y a derrière, comme les programmateurs, etc. Pour moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant de travail, cette concurrence entre cinéma privé et public. Et puis aussi, ça a pu apporter un côté un peu social au métier d'exploitant que je ne pensais pas qu'il y avait derrière, donc derrière les activités, les organisations, etc. Ouais, je rejoins un peu Christine sur la fonction sociale de l'exploitant. Moi, ça m'avait frappé. Je ne vais pas retourner en arrière, mais quand Victor Courgeon parle, il répond à la question de Zach, et au début, il est très pragmatique. C'est une salle de cinéma, ce qu'on propose, c'est des films avant tout. Mais en fait, progressivement, il met quand même beaucoup plus en valeur l'importance de la salle de cinéma comme lieu de vie. Et moi, je trouve que c'est super important. C'est pas quelque chose que tu peux trouver facilement dans un multiplex, mais par contre, justement, dans un lieu qui est à côté de chez toi, qui fait partie vraiment de ta routine, en fait, de ce qu'il y a de plus ordinaire, la salle de cinéma, la salle de quartier. Moi, je pense que c'est quelque chose de super important. C'est peut-être là, justement, où les salles indépendantes, et notamment les salles de cinéma public, pour moi, se différencient des gros multiplex. Le multiplex, c'est une sortie, mais je dirais vraiment que la salle de cinéma public, c'est un lieu de vie, mais c'est aussi un lieu de rencontre. Moi, mon rapport au cinéma, c'est vraiment ça, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où je vais voir des films avec des gens qui sont complètement différents de moi, et en même temps, le temps d'une séance, on forme une communauté de spectateurs.
Et je trouve que c'est d'autant plus important si tu peux avoir ça à côté de chez toi. Et sans cesse que ton expérience de la salle, elle soit aussi liée à une expérience plus spécifique. Donc ça va être la rencontre avec un réalisateur, ça va être un événement de cinéma 93, axé peut-être autour du jeu vidéo. Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose où c'est un moment de vie. Et pas simplement juste essayer de voir la dernière sortie, de voir le dernier film, mais quand même de profiter aussi de ce moment-là pour te rattacher aussi à ce cinéma, quoi. Je suis totalement d'accord avec Yacine. C'est vrai que c'est... aller au cinéma, par exemple dans des salles d'art et d'essai, c'est une expérience en soi avec les rencontres, les activités et même les activités annexes au cinéma. Par exemple, dans ma salle de proximité, le Méliès, il y a un espace dédié à des livres, il y a un restaurant qui a fermé récemment, mais on peut faire plein de choses dedans et on ne ressort pas sans rien comme les salles privées, par exemple. On vient seulement pour regarder un film et c'est pour ça que je trouve que c'est mieux d'aller dans des salles d'art et d'essai que dans des salles privées. Ah oui, non mais le Méliès c'est incroyable. Alors, vraiment quand j'y suis allé, alors moi je suis pas du tout de Montreuil, mais quand je suis allé, moi ça m'a tué. Genre je me suis dit il y a un bar, tu peux te poser. Après moi j'étais allé voir un film, je me souviens, et c'était un film, c'était Paris 8, ils avaient organisé le film d'une prof qui a réalisé un film, bref. Et après la séance, je me souviens, on s'est posé avec nos limonades, on s'est posé pendant 1 heure à l'intérieur du cinéma, on n'a pas bougé du cinéma. Et juste moi, c'est quelque chose, je me suis dit, c'est pas quelque chose que je me serais vu faire dans un cinéma UGC. Alors je sais que Wall, ils ont une espèce de bar-restaurant, mais à part ça, c'est pas forcément quelque chose de très commun, tu vois, dans les salles de cinéma. Ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, c'est le Méliès, quoi, qui propose ça, ou même des dames qui tiennent un stand de DVD à 2 €. Tu vois, mais moi je trouve que c'est trop bien, en fait. En fait, c'est là où tu te sens bien dans le lieu après la séance, avant la séance. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi des associations qui sont reliées au cinéma d'art et d'essai. Par exemple, pour le Méliès, il y a aussi une association qui s'appelle Rencard au Méliès et qui programme des rencontres, des séances. Et c'est souvent des personnes âgées qui aiment le cinéma et qui veulent faire découvrir le cinéma à des personnes de leur âge ou à des personnes un peu plus jeunes. Et c'est ça aussi que j'aime bien, ce côté associatif. Ouais, c'est marrant parce que le Méliès, c'est vrai que c'est un beau bâtiment. Il y a une bibliothèque dedans et tout. C'est un truc dans lequel tu restes. Et pour le coup, le UGC Les Halles, par exemple, quand tu sors, ne serait-ce que tu as juste envie de pisser à ta fin de séance, il faut que tu repasses à la borne pour reprendre un billet. Ils ne te laissent pas rentrer. Et même le bar, en fait, j'ai jamais vu quelqu'un, à part attendre son film. C'est pas vraiment un lieu de vie, de convivialité qu'on retrouve dans une salle indépendante. Et même, il n'y a pas toutes les salles indépendantes non plus qui font, ne serait-ce que... Alors, je sais pas, pour le coup, ça on aurait peut-être dû leur demander, mais le popcorn et tout ça, pourquoi est-ce qu'il y a des salles qui en proposent et d'autres pas du tout? Est-ce que c'est un rapport plus... bon, là, je peux peut-être un peu plus haut que mon cul, mais élitiste vis-à-vis du... non, mais t'es spectateur, tu regardes juste le film et tu manges pas en attendant, tu déranges pas la salle, quoi. Clairement, hein, je pense que... non, tu pètes pas plus haut que ton cul. Je pense que... Moi, je pense à Paris. On va peut-être sortir du 93, mais à Paris, genre la Filmothèque, je crois pas que tu peux acheter à manger. Mais tu sais, c'est parce que je pense que tu as des salles de cinéma où il y a beaucoup ce truc très cinéphile. Genre vraiment, tu viens, tu vas voir le film. C'est pas forcément conçu... Si c'est conçu comme une sortie, c'est une sortie culturelle, quoi. Mais c'est pas vraiment la sortie entre poteaux. Tu vas chercher des glaces et tout. Moi, je pense que c'est important. Moi, je pense que c'est important d'avoir de la bouffe au cinéma parce que réellement, genre... Et je suis le premier, hein, je suis vraiment le premier à être fâché quand j'entends des gens manger le popcorn trop fort. Là, j'ai envie de me concentrer dans le film. Mais en même temps, enfin, je sais pas, c'est pas un rituel non plus. Enfin, c'est très sérieux. Pour moi, le cinéma, c'est très sérieux. Mais en fait, il faut accepter que les gens, ils le conçoivent vraiment comme un moment de loisir, comme un moment de sortie entre potes, où tu vois, dans un contexte, tout ce qu'il y a de plus informel, et c'est normal, quand tu travailles toute la semaine, et le week-end, tu as envie de sortir, bah, tu n'as vraiment pas envie que
tu as vraiment envie de pouvoir faire ce que tu veux, manger en regardant un film. Moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire même chez moi, tu vois. Moi, je peux pas manger en regardant un film, mais je pense que ça doit rester accessible à ce niveau-là. Ok, donc ça conclut notre section sur les métiers d'exploitant. Maintenant, on va passer à l'actu ciné. Et alors tout simplement, qu'est-ce que vous avez été voir récemment ? Donc, personnellement, récemment, je suis partie voir Le Répondeur. Donc, c'est une comédie réalisée par Fabienne Godet. Et ça raconte l'histoire de Baptiste, un imitateur de voix, et d'un écrivain qui s'appelle Pierre Chauzen. Donc, Baptiste est joué par Salif Cissé et l'écrivain est joué par Denis Podalides. Et donc, cet imitateur de voix, l'écrivain fait appel à lui pour répondre à ces appels de son ex et de sa fille qui le dérangent alors qu'il écrit un livre et il a besoin de beaucoup de concentration. Sauf qu'on va voir pendant le film que Baptiste, l'imitateur, il va non seulement répondre aux appels de son ex et de sa femme, mais aussi arranger les problèmes de la vie de Pierre Chauzen et aussi en créer d'autres. Et j'ai beaucoup aimé ce film, il est assez marrant, surtout la fin quand les gens découvrent que c'était pas Pierre mais Baptiste. Mais c'est vrai qu'il est assez intéressant. Quand tu parles de Pierre et Baptiste, c'est la fin, ça tu parles de la fin du film ? Ah oui, je parlais de la fin. Bon, c'est un peu spoil, mais oui, on découvre à la fin que c'est pas lui, mais elle est assez marrante. Je dis pas comment elle se passe. Parce que moi, je me suis dit, tu sais, je t'écoutais au début, j'étais en mode, putain, j'ai vraiment envie d'aller le voir. Et là... ok, je sais pas si t'avais une autre recommandation. Pas d'autres recommandations, mais je suis assez d'accord avec Valentin. Moi aussi, j'ai une petite réticence avec les comédies françaises. Souvent, elles me font pas rire et je suis assez déçue quand je vais les voir au cinéma. Mais là, cette fois, je n'étais pas déçue. Donc, Alors, moi, je vais vous parler de 3 films. Alors, le premier, c'est Les mots qu'elles jurent un jour de Raphaël Pilosio. Donc, c'est un documentaire qui porte en fait sur des images d'archives qui ont été filmées par le réalisateur Yann Lemasson en 1962. En fait, ce réalisateur, il est allé filmer des femmes algériennes qui ont participé à la guerre d'indépendance et qui ont été à un moment donné, à la fin de cette guerre, libérées de prison. Et il filme ces femmes, il leur pose plein de questions dans un salon. Sauf que ces images-là ont perdu, en fait, ces séquences ont perdu leur bande sonore. Et c'est là que le réalisateur Raphaël Pilosio intervient. C'est que ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de partir en Algérie et partir à la rencontre de toutes ces femmes pour essayer de restituer tout ce qui s'est dit, en fait, durant ce moment d'entretien. Et c'est un film qui est vachement intéressant, qui renseigne beaucoup sur la guerre d'Algérie, sur l'histoire coloniale de la France et aussi sur qu'est-ce que c'est finalement d'avoir des images d'archives sans parole, qu'est-ce que c'est que l'importance de la parole dans ces images-là. Et moi, c'est un film qui m'a vachement touché. Alors moi-même, je suis d'origine algérienne, donc ça m'a vachement parlé. Et c'est vrai qu'on ne nous parle pas forcément de l'importance des femmes qui ont participé à la guerre d'indépendance, mais c'est quelque chose en fait c'est tout un sujet. Le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est Coutez Voix de Maxime Jean-Baptiste. Alors je ne l'ai pas encore vu, mais ça me donne bien envie. Les 2 films passent au Méliès, si vous voulez aller les voir. Coutez Voix, ça parle de Melric, 13 ans, qui passe ses vacances d'été chez sa grand-mère en Guyane. Et à un moment donné, il va faire face au spectre de son oncle, ancien tambouillé, tué dans des conditions tragiques. Donc, moi, j'ai lu le synopsis, ça me donne grave envie, d'autant plus que j'entends pas forcément... Alors, je sais qu'il y avait Zion qui était sorti il y a quelques mois ou quelques semaines, mais il n'y a pas forcément beaucoup de films qui se passent dans les territoires d'outre-mer, donc je vous invite à le regarder. Et le troisième film, c'est un film que j'ai vu au Festival Cinéma du Réel, que je vous conseille aussi, et qui se passe un peu partout dans Paris-Centre. C'est le film de Wang Bing, Jeunesse, Retour au pays, qui sort le 9 juillet. Ah, j'ai oublié de dire Coutez Voix, ça sort le 16 juillet prochain, et c'est au Méliès. Et le Wang Bing, ça sort le 9 juillet. Donc, Jeunesse, Retour au pays, c'est le dernier volet de la trilogie
qui porte sur les ateliers textiles du Zili. Ce que Wang Bing fait, en fait, c'est qu'il va s'intéresser en fait à toute une génération de jeunes ouvriers qui quittent leur campagne pour aller travailler en ville, dans des conditions qui sont très difficiles et où s'exerce un rapport de force très dur entre eux, employés, ouvriers, et des employeurs qui parfois retardent les paiements ou ne garantissent pas forcément des conditions de travail saines. Et dans ce dernier film, il va s'intéresser au moment où tout le monde revient célébrer la nouvelle année dans sa ville natale. Et à travers son regard sur cette jeunesse ouvrière, Bing tisse une toile sur les rapports de force entre ouvriers et employeurs, la famille comme refuge et les déplacements successifs entre la campagne et la ville où se trouve l'emploi. Donc c'est un film documentaire très très beau avec des longues scènes. On voit des moments de mariage, des moments de retrouvailles, des moments de travail aussi, des moments de discussion. Moi je vous conseille, c'est un très beau film. Ah oui, et d'ailleurs aussi j'avais une question. Comment, dans le documentaire que tu as présenté au début, comment le réalisateur Raphaël Pilosio il découvre les images filmées par celui qui a filmé les femmes? Alors en fait, il les découvre parce que à un moment donné, c'était le projet d'Yann Lemasson qui a filmé ces images, d'aller rencontrer ces femmes. Et finalement, Yann Lemasson et Raphaël Pilosio qui se connaissent. C'est donc Yann qui va proposer à Raphaël de prendre un peu le relais et de mener le projet à bien. Et donc au tout début du film, je ne vais pas trop spoiler, mais en fait on le voit qui raconte un peu son souvenir de ce tournage. Et moi, ouais, ça me fait penser à un autre aspect, c'est qu'en fait tu découvres au fur et à mesure du film toutes les conditions qui ont mené à ce tournage, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce tournage, qui étaient les gens. Tu avais des gens qui étaient très engagés dans la politique, dans le mouvement internationaliste, les mouvements décoloniaux. Et en fait, c'est super intéressant de voir aussi qu'est-ce qui se cache à un moment clé de l'histoire, en plus, derrière le filmage de telles images d'archives de femmes qui viennent de sortir de prison pour avoir participé à une guerre d'indépendance. Donc ouais, voilà. Je trouve ça super cool. Je pense que j'irai le voir s'il repasse encore. Et aussi, je voulais faire une petite recommandation du film Kneecap. Donc, c'est une comédie musicale irlandaise réalisée par Rich Pepiat. Et ça raconte l'histoire d'un groupe de rap irlandais qui rappe en irlandais. Donc en Irlande, c'est assez rare puisque souvent ils rappent en anglais dû à la colonisation anglaise au 19e siècle. Et ici, on voit qu'ils rappent en irlandais parce que c'est leur langue natale. Et aussi, ils ont envie de mettre l'Irlande en valeur. Donc moi, j'ai pas encore vu ce film, mais je sais qu'il est sorti fin juin et j'irai le voir la semaine prochaine. Et si j'essayais de vous présenter les choses dans l'ordre? Atmosphère, est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Ok, moi de mon côté, je suis allé voir 3 films aussi. J'ai commencé par celui dont peut-être vous avez plus entendu parler, 28 ans plus tard, de Danny Boyle. Et je trouve que dans le carcan de la suite de films ultra connus, c'est assez osé ce qu'ils ont proposé. La réalisation et l'utilisation d'un smartphone pour filmer est vraiment... Ça donne une patte très particulière à l'image du film, mais il n'y a pas que l'image qui est particulière, il y a vraiment le montage, une espèce de sentiment que tu as en regardant le film, que en fait tous les plans sont tellement découpés que même quand c'est une situation où les personnages sont posés, et ça peut exploser à n'importe quel moment. Dans ce sens-là, le film est réussi. Après, il y a évidemment un moment du film qui va diviser tout le monde. Je spoilerai pas pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais ouais, c'est un film qui est au moins très osé, et ça, dans le Hollywood de maintenant, j'applaudis quand même un peu pour ça. Sinon, je suis allé voir Indomptable de Thomas Gijol, et je suis toujours très curieux de voir les films d'humoristes, parce que surtout quand il s'essaie à autre chose que de la comédie. Et là, parce que ça m'avait déjà fait le coup avec Un ours dans le Jura de Franck Dubosc, où j'ai été très déçu parce que c'était juste une comédie dans le Jura, et c'est dommage, j'attendais un thriller et pas du tout. Mais là, pour le coup, j'ai eu le droit à un vrai thriller en Afrique,
Et j'ai été vraiment très charmé par l'ambiance générale qui s'en dégage. Alors, est-ce que c'est fidèle ou pas ? Je ne m'y connais pas suffisamment. Donc, je fais confiance à Tom Gijol pour ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'en ai vu, c'est que c'était vraiment un thriller bien maîtrisé. Et sinon, je suis allé voir la trilogie d'Oslo, Rêve, qui est une trilogie, en fait, tout simplement, comme le titre l'indique, dont le premier chapitre s'intitule Rêve, qui parle d'une jeune femme de 16 ans qui tombe amoureuse de son professeur. Et peut-être que vous avez un peu peur quand je vous dis ça comme ça, une histoire de pédophilie, mais pas du tout. Et vraiment, je trouve que la relation qu'entretiennent l'élève et sa professeure, qui aurait eu une relation lesbienne, est vraiment très touchante et très jolie. Les personnages sont vraiment super bien écrits, et je crois que ça a eu un prix à Berlin, il me semble. Et du coup, c'est le premier épisode de cette trilogie, dont les 2 autres épisodes sortent à une semaine chacun de celui-ci. Donc là, cette semaine, il sort Rêve. La semaine prochaine, c'est Amour. Et le 3e épisode, c'est Désir. Et donc, vous pouvez voir n'importe lequel, puisque les 3 films sont séparés chacun des autres, ils n'ont rien à voir, si ce n'est le thème global. Donc trilogie d'Oslo, de Dag Johan Hagerud. Mes excuses, puisque je ne parle pas suédois. Avant de terminer cette émission, est-ce que vous auriez des recommandations culturelles à partager tout simplement à nos auditeurs ? Christine, vas-y. Il y a la nuit de l'été au Méliès du 5 au 6 juillet. Donc même si c'est passé, il y a plusieurs nuits qui sont organisées dans l'année, notamment la nuit Halloween qui vient en octobre, donc fin octobre. On vous attend nombreux. Alors, vendredi 11 juillet à 19h, il y a une séance en plein air organisée par la Cinémathèque idéale des banlieues du monde, ainsi que l'association L'Autre Champ. Ça se passe à Villetaneuse, dans le 93, et il s'agit de 3 courts-métrages qui évoquent les vacances d'été. Et voilà, je peux vous inviter à vous intéresser à la programmation de la Cinémathèque idéale des banlieues du monde. Franchement, c'est des films hyper intéressants, des fois des années 70-80, où tu vois des quartiers assez reconnaissables, mais dans des époques complètement différentes, et des cinéastes. Moi, j'ai découvert des cinéastes vraiment passionnants comme Mehdi Charef, et l'association L'Autre Champ qui travaille à la transmission des outils audiovisuels, en gros d'apprendre à faire des films, apprendre à filmer, etc. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ces deux structures. Ah oui, et aussi il y a des séances en plein air organisées par les communes d'Est Ensemble dans les parcs aussi, tout au long des vacances d'été. Donc c'est gratuit et vous pouvez y aller le soir. Voilà, et pour ceux qui auraient envie de faire du cinéma, moi je vais vous parler du 48 heures film Summer Edition, qui se déroule du 18 au 20 juillet. Donc, qu'est-ce que c'est que le 48 heures film ? C'est faire un film en 48 heures, l'écriture, le tournage et le montage. Moi, cette année, j'y participe encore, c'est ma 4e participation. Et la communauté est super sympa. Vraiment, là, en plus, comme c'est l'édition Summer, vous pouvez participer, que vous soyez en Seine-Saint-Denis, à Paris, ou à Marseille, à Bordeaux, n'importe où, même au fin fond de la campagne, vous avez le droit de participer. Et de vous inscrire. Et chaque année, les films sont super, vraiment. Si vous avez juste envie de faire, même si vous êtes entre potes, vous voulez faire un petit film comme ça, vous pouvez, vous aurez un thème imposé, une ligne de dialogue et un objet, et après, amusez-vous. J'y pense, je dis beaucoup de choses. Déjà, oui, le 48 heures, je pense que c'est une excellente idée, c'est super formateur. Tu apprends à travailler avec des gens comme très vite, et vraiment, c'est une super idée. Moi, je pense aussi en Ardèche, du 17 août au 23 août, il y aura le festival de l'USAS, donc c'est un festival de cinéma documentaire. N'hésitez pas à passer, c'est très très chouette. Donc si vous avez un peu envie de bouger, de camper le temps d'un week-end ou d'une semaine, n'hésitez pas à venir. Là, j'ai vu la programmation et ça a l'air hyper intéressant. Je sais qu'ils font quelque chose autour des cinémas documentaires d'Afrique. Et aussi, ils vont faire une espèce de programmation autour du cinéma documentaire algérien. Donc, ça a l'air super intéressant. N'hésitez pas à regarder sur leur site Ardèche Images.
Et c'est donc ce qui conclut notre deuxième émission de notre podcast Ça tourne au son, initié par Cinéma 93 et les Engraineurs. N'hésitez pas surtout à suivre notre feuilleton de l'été en 4 épisodes, dont les 3 autres sont les interviews complètes qui seront disponibles en annexe de ce podcast. On se retrouve à la rentrée en septembre.